Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer cette deuxième partie de la journée, donc cet après-midi de conférence. Donc, comme on vous l'a dit, on va se pencher sur la justice européenne. Donc, on va parler de l'Italie, notamment avec Marie d'Armagnac, puis de la Hongrie, de la Pologne, de la justice européenne avec donc Bruno Gollnisch. Et puis, donc, il y aura une petite pause à 15h40 jusqu'à 16h30. Puis après, on va parler de la montée de l'insécurité, donc avec Monsieur Le Gallou. Puis enfin, comment livrer la bataille judiciaire, comment la gagner avec Pierre-Vincent Lambert, Jérôme Triomphe, dont 2 avocats. Et enfin, le gouvernement des juges, peut-on en sortir et comment? Ça sera avec Frédéric Rouvillois. Mais tout de suite, voilà, vous pouvez applaudir Marie d'Armagnac. Alors, l'Italie vit-elle sous le régime du gouvernement des juges? Dans un système où l'expression de la volonté générale est le monopole des citoyens ou de leurs représentants élus, le rôle du juge est d'appliquer strictement la loi dans les litiges qui lui sont soumis. Je suis trop petite. Voilà. Si la loi est le produit de la volonté de tous, comme l'exige la démocratie, elle ne peut pas être en même temps le fruit de la volonté aristocratique de quelques magistrats. Or, c'est exactement le tableau contemporain. Le souverain est devenu captif et impotent, placé sous tutelle d'oligarchies multiples, parmi lesquelles domine la figure du juge. Les juristes se félicitent du fait que la jurisprudence du Conseil constitutionnel et des cours européennes soit prise en compte dans la préparation des textes législatifs et les débats parlementaires, et s'enthousiasment du spectacle d'un législateur craintif qui s'autocensure présomptivement. C'est un extrait d'un article intitulé fort justement « Gouvernement des justes et post-démocratie », écrit par Anne-Marie Pourrier, qui est une grande constitutionnaliste. Ce qu'elle dit pourrait aisément s'appliquer à la situation italienne, où la justice prend souvent en otage la volonté politique des gouvernements. Ainsi, comme en France, la justice italienne est politisée. Et dans le domaine précis de l'immigration que je vais aborder, ces décisions sapent très souvent l'exercice de la loi, comme c'est le cas depuis l'arrivée au pouvoir de la droite italienne, mais aussi après 10 ans de gouvernement de gauche, mais aussi pendant le court intermède où Matteo Salvini était ministre de l'Intérieur. L'Italie, aujourd'hui, a retrouvé par la légitimité des urnes un gouvernement très politique, qui est orienté à l'action plus qu'à la gestion des affaires courantes. Or, on ne compte plus les preuves de collusion entre la politique et la magistrature. L'action des juges et leur opposition globale au gouvernement tentent à toute force de faire entrer le pays dans la post-politique ou, comme l'expliquait Anne-Marie Pourrier, dans la post-démocratie. Alors, quoi de mieux pour illustrer cela que quelques études de cas que je vous propose. J'évoquerai d'abord rapidement l'affaire Palamara, qui a été comme une occasion manquée par la magistrature italienne de se remettre sainement en question. Puis je vous raconterai l'acharnement judiciaire contre Matteo Salvini et l'action qu'il a menée contre l'immigration illégale. Ensuite, l'affaire Yolanda Apostolico, du nom d'un juge, qui s'est déroulée il y a seulement quelques semaines. C'est un cas d'école parfait, une métaphore très parlante de la surpuissance des juges qui condamnent à l'immobilisme toute volonté politique. Et enfin, je vous annoncerai, malheureusement sans trop de risque de me tromper, que les juges rouges fourbissent leurs armes pour saboter l'accord signé il y a quelques jours entre l'Italie et l'Albanie pour la gestion de l'accueil des migrants. Alors l'affaire Palamara, c'était 2019. Luca Palamara était membre du Conseil de la magistrature, ancien président de l'Association nationale des magistrats, dont il fut le plus jeune des présidents, mais aussi le seul à en être expulsé. En fait, il faisait l'objet d'une enquête sur son rôle de, je cite, médiateur entre les différents courants, c'est-à-dire en fait entre les différents syndicats de la magistrature italienne, pour notamment la nomination du procureur général de Rome, qui est un poste absolument énorme et un poste de pouvoir. Et au sein de cette association nationale des magistrats, qui regroupe quand même 96% des 9500 magistrats italiens, il existe plusieurs courants qui sont fortement idéologisés et qui agissent au sein de la magistrature comme autant de lobbies et de groupes de pression. Plusieurs courants représentent la gauche, dont Magistratura Democratica et Area Democratica per la Giustizia. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Il y a eu plusieurs verbatims des écoutes et des conversations WhatsApp qui ont été recueillis lors de cette enquête qui concernait Luca Palamara. Ils sont sortis dans la presse et on le voit en proie aux pressons, tractations, négociations pour la nomination des plus hauts postes de la magistrature.
Ce fut un énorme scandale dans le pays, avec pour conséquence que la magistrature et le rôle politique qu'elle s'arroge en sont sortis durablement décrédibilisés dans la population. Alors quelques têtes sont tombées. Luca Palamara lui-même a fait en quelque sorte repentance dans un livre, après avoir dû remiser sa toge au placard, ce qui ne l'a quand même pas empêché de se présenter aux élections en 2022, mais il n'a pas été élu. En attendant, le découlement des écoutes, c'est-à-dire 60 000 pages quand même, n'en finit pas, et encore aujourd'hui, il y a des conséquences avec la nomination, parfois la destitution de certains magistrats en place. Cette affaire a aussi montré au grand jour que si un magistrat italien n'appartient pas à un de ces courants, il ne peut pas avoir de carrière intéressante, il n'accède pas au poste de haut niveau, c'est-à-dire au poste de pouvoir. Et après, que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu un tremblement de terre, une réforme de telle ampleur que la magistrature aurait regagné indépendance et crédibilité? Rien ou presque. Tout au plus, quelques secousses ont été enregistrées. Et ainsi, la magistrature italienne continue d'interférer dans la vie politique italienne et s'attache dans son ensemble, à contrer toute volonté de mise en place d'une politique migratoire. Que s'est-il passé avec ce que j'appelle l'affaire Salvini? Elle remonte au mois d'août 2019. Pendant une vingtaine de jours, Matteo Salvini, qui était alors ministre de l'Intérieur, bloque le navire d'une ONG espagnole, Open Arms, et ses 147 migrants au large de la Sicile, l'empêchant de débarquer, en vertu de quoi? En vertu de la loi sécurité et immigration qu'il avait fait voter au Parlement, avec à l'époque, et c'est important de le préciser, la voix du mouvement 5 étoiles, qui était son allié de coalition donc de l'époque. En plein mois d'août, et surtout en pleine crise politique, puisque le gouvernement va tomber quelques jours plus tard, le procureur d'Agrigente demande la mise sous séquestre du bateau, ce qui revient à le faire accoster et à débarquer les clandestins. Aujourd'hui, Matteo Salvini est poursuivi au tribunal des ministres pour séquestration de personnes et abus de pouvoir. Il y a eu plusieurs étapes avant d'arriver à ce procès, et notamment un vote du Parlement, ce qui est assez important, pour savoir si le Parlement autorisait la justice à poursuivre Matteo Salvini pour son action en tant que ministre de l'Intérieur. C'est la procédure. Le Parlement, un an plus tard, donc en juillet 2020, vote en faveur des poursuites. Le mouvement 5 étoiles, qui à l'époque faisait partie de ce gouvernement, avait voté toutes ces lois, sécurité, immigration, s'en était félicité à la télévision, sur les réseaux sociaux, vote évidemment pour la poursuite en justice de Matteo Salvini. Ainsi, d'allié de l'époque, le mouvement avec à sa tête Luigi Di Maio puis Giuseppe Conte est devenu l'ennemi déclaré de la Ligue, qui, elle, s'est retrouvée dans l'opposition, alors qu'en 2020, le mouvement 5 étoiles est toujours au pouvoir, mais cette fois-ci avec le Parti démocrate, c'est-à-dire la gauche. On assiste ici évidemment à une belle instrumentalisation de la justice au profit de manœuvres bassement politiciennes. Puis les audiences se succèdent au tribunal des ministres de Palerme, dans l'Aula Bunker de la prison de Luciardone. L'Aula Bunker a été construite dans les années 80 pour le maxi-procès de plus de 400 personnes pour Cosa Nostra. Et c'est dans ce tribunal, dans cette Aula Bunker, qu'à chaque fois Matteo Salvini est convoqué. Alors évidemment, c'est fait exprès, on peut se demander, mais c'est surtout un symbole absolument incroyable. Il faut savoir quand même que Matteo Salvini, le procès n'est toujours pas terminé, et Matteo Salvini risque aujourd'hui 15 ans de prison. Alors en quoi consiste sa défense ? Elle consiste notamment, bien sûr, à dire que l'entier gouvernement était à l'époque impliqué, c'est-à-dire les ministres 5 étoiles de l'époque, et qui venaient exactement au même moment, à ce mois d'août 2019, de voter tranquillement le deuxième volet de ces lois sécurité et immigration proposées par Matteo Salvini. Donc la stratégie de Salvini, c'est de dire « si je tombe, vous tombez avec moi ». C'est un imbroglio politico-judiciaire qui s'est poursuivi même en septembre dernier. La semaine même où plus de 10 000 migrants ont débarqué à Lampedusa, Salvini se trouvait à Palerme, convoqué en audience. La prochaine audience aura lieu dans quelques semaines et on annonce même le témoignage de l'acteur Richard Gere, fervent soutien de l'ONG, pour témoigner contre l'action de Matteo Salvini, alors qu'il était donc, je le répète, ministre de l'Intérieur. Effectivement, Richard Gere, avec d'autres personnalités politiques et médiatiques, a fait partie de ce défilé absolument incroyable de personnalités qui ont défilé, qui se sont présentées à bord du bateau en août 2019, ce bateau qui était bloqué par Salvini au large de la Sicile. Donc il y a une espèce d'emballement et de mise en scène médiatique absolument incroyable.
Là, je voudrais évoquer pour vous ce qui s'est passé il y a quelques semaines, toujours en Sicile, puisque c'est là que les migrants débarquent le plus. C'est le cas du jugement de la juge Yolanda Apostolico, à Catane, en Sicile. C'est un cas d'école, c'est très récent, et c'est vraiment une tragédie en plusieurs actes. Ici, c'est la politique migratoire du gouvernement Meloni qui est directement contrecarrée par une décision de justice. L'affrontement entre la magistrature et la sphère politique est total, il est patent. Les juges, après des décrets-lois pris en Conseil des ministres, s'arrogent en fait le pouvoir de refaire la loi. Que s'est-il passé ? Donc en septembre dernier, donc il y a tout juste 2 mois, en pleine tourmente migratoire donc de Lampedusa, et tandis que les clandestins affluent par milliers, le gouvernement Meloni, avec son ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi, qui était en fait le bras droit de Salvini quand il était, qui est un ancien préfet, et qui était le bras droit de Salvini quand il était ministre de l'Intérieur. Donc ils prennent une série de mesures réunies dans un décret-loi qui est publié le 21 septembre dernier au Journal officiel. Parmi celles-ci, il y en a une qui concerne les migrants à peine arrivés et en attente d'examen de leur demande d'asile dans le cadre des nouvelles procédures accélérées. À leur sujet, le gouvernement décide donc de demander une sorte de caution ou garantie financière à ces migrants en attente d'instruction de leur dossier ou en attente de leur recours, du jugement de leur recours. Et ça s'adresse à ceux qui ne possèdent pas de papier d'identité mais qui proviennent de pays sûrs. Le cas qui nous importe là, il s'agit de 4 Tunisiens. Et en fait, il s'agit de quoi ? Eh bien, grâce au paiement de à peu près 5 000 €, un demandeur d'asile peut échapper à la rétention administrative et attendre le résultat de la procédure en dehors de ces structures dédiées qui sont donc des centres de rétention administrative. Il y en a une d'ailleurs qui a été créée à cet effet tout spécialement en Sicile à côté de Catane. Je cite le décret pris donc en septembre. La garantie financière est fournie en une seule fois par une garantie bancaire ou une police d'assurance et elle est individuelle et ne peut être versée par des tiers, donc par des ONG. La personne étrangère est donc immédiatement avertie de la faculté alternative à la rétention de fournir la garantie financière. Et pourquoi ? Eh bien, évidemment, le ministère de l'Intérieur entend conjurer le danger de fuite, puisque, en cas de fuite, les sommes de garantie seront automatiquement versées au Trésor public italien. Vous imaginez, réaction de la gauche, réaction de l'Union européenne, réaction des juges, réaction de tout le monde, y compris, mais ça n'est pas notre sujet, de la conférence épiscopale italienne. La gauche s'indigne donc et prédit que ce décret ne survivra pas, car il est entaché d'inconstitutionnalité et ne respecte pas le droit européen. Or, quand on lit ce décret qui est très court, 4 articles, les références au droit italien, au droit constitutionnel et au droit de l'Union européenne sont tout à fait présentes. Et que dit l'Union européenne, à laquelle on appelle tout de suite le ministre de l'Intérieur pour vraiment désamorcer la réaction ? Anita Hipper, porte-parole de la Commission européenne pour les affaires internes, en fait, botte en touche, essaye de moduler sur la question de la caution. Elle dit « Toutes les mesures alternatives à la détention doivent faire l'objet d'une évaluation individuelle au cas par cas et être proportionnées. Il est important d'avoir les garanties appropriées et pour cette raison, la décision doit toujours être le fruit d'une évaluation individuelle. En même temps, elle reconnaît la légitimité d'une telle mesure puisque la directive européenne sur les conditions d'accueil qui date de 2013 dispose en effet, je cite, que les États veillent à ce que le droit national prévoit des dispositions alternatives à la rétention, telles que l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, la constitution d'une garantie financière, donc c'est l'objet de ce décret, ou l'obligation de demeurer dans un lieu donné. La mesure, jugée inconstitutionnelle par l'opposition, en raison de l'introduction d'une discrimination économique dans le traitement des migrants, est donc en fait prévue par une directive de l'Union européenne, mais à condition qu'elle satisfasse au test de proportionnalité et qu'elle soit évaluée au cas par cas. Et c'est là qu'éclate l'affaire de la juge Yolanda Apostolico. Le 29 septembre, celle-ci qui est juge au tribunal de Catane, accueille le recours d'un Tunisien entré clandestinement en Italie le 20 septembre, donc peu de temps avant, et à qui la décision de placement en centre de rétention administrative avait été notifiée le 27 septembre par la questure de la province de Raguse. Celui-ci, donc ce Tunisien, est accompagné de 3 autres Tunisiens que le juge relève alors de l'obligation de rester dans le centre ou de payer la caution. Autrement dit, tout le monde est libre. Quelles sont les motivations invoquées par la juge ? Elle rappelle, et j'ai lu la motivation, sa sentence, elle rappelle que le demandeur d'asile avait déjà été expulsé et qu'il était revenu à Lampedusa,
mais il n'y a pas de problème, qu'il avait fui son pays et demandé la protection internationale parce que dans son pays, je cite, « il était persécuté pour des caractéristiques physiques que les chercheurs d'or de son pays, selon les croyances locales, jugent favorables dans l'exercice de leur activité, notamment les lignes particulières de la main. » Autrement dit, la motivation de sa demande de protection internationale était qu'il était poursuivi chez lui, donc en Tunisie, par les chercheurs d'or, parce que selon une croyance locale, ces lignes de la main étaient la caractéristique d'un excellent chercheur d'or. Donc on voulait mettre la main sur lui. C'est complètement loufoque. Elle dit également dans sa sentence qu'il était sans papier. Elle reconnaît qu'il était sans papier, car dans sa fuite, il les avait oubliés chez lui. Et le juge considère, cependant, que le demandeur ne peut être placé en rétention aux seules fins de l'examen de sa demande. Alors elle cite un certain nombre d'articles de la loi italienne et des directives européennes. Elle considère que la rétention doit être considérée comme une mesure exceptionnelle et limitative de la liberté, car elle est limitative de la liberté personnelle au sens de l'article 13 de la Constitution italienne. Et la juge cite ensuite une série de lois et directives de l'Union européenne afin de déclarer illégitime ce décret pris par le gouvernement le 14 septembre précédent. Donc en 2 semaines, en 15 jours, un juge après son décret, après la promulgation, un juge a invalidé ce décret, outrepassant quand même ses prérogatives. Je rajouterais que en dehors de cette histoire de ligne de la main, les motivations exposées par les 3 autres Tunisiens demandeurs d'asile sont tout aussi loufoques. Il y en a un qui avait fui pour échapper à la vindicte des parents de sa fiancée, un autre pour échapper à ses dettes, et un 3e parce qu'il ne voulait pas payer les frais de santé qui ne sont pas gratuits en Tunisie, donc en Europe c'est mieux. Donc voilà, et évidemment, 15 jours plus tard, la police a voulu les retrouver pour leur signifier que leur demande de protection internationale avait été rejetée, car, je cite, infondée quand même, et évidemment ils avaient disparu. Qui était l'avocat chargé de présenter et de motiver ses recours auprès de la juge? On peut quand même se poser la question parce que, effectivement, j'ai vu la réaction de Matteo Salvini sur Twitter. Ils sont là depuis 10 jours, ils ont déjà un avocat. Ah bah oui. Et alors que je pense qu'il ne parlait pas du tout italien, puisque j'ai vu dans les documents officiels, que, notamment la sentence de cette juge, que la notification de tout ça lui avait été faite en arabe. Donc, bon. Eh bien, cet avocat, c'est Riccardo Campochiari, président du centre Astali de Catane. Et que sont ces centres Astali? Eh bien, elles constituent, dans différentes villes, la branche italienne des Jesuit Refugee Service. Il a été également l'avocat de l'ONG allemande SOS Humanity, et c'est une grande figure locale de la défense des migrants. Alors, on peut évidemment se demander quelles ont été les réactions de la classe politique italienne. Évidemment, quand même, cette affaire a déclenché un tsunami politico-médiatique et qui a ravivé les braises du conflit entre la magistrature et la coalition gouvernementale de droite. Ici, le juge a clairement rejeté la loi et refusé de l'appliquer car la considérant illégitime. Giorgia Meloni s'est dit, je cite, « abasourdi par la sentence du juge de Catane qui, avec des raisons incroyables, les caractéristiques physiques du migrant que les chercheurs d'or en Tunisie considèrent comme favorables à l'exercice de leur activité. » Donc ce juge remet en liberté un immigré illégal puisqu'il a déjà été expulsé, déclarant unilatéralement la Tunisie comme un pays non sûr, ce qui n'appartient pas au pouvoir judiciaire, et s'en prenant aux mesures d'un gouvernement démocratiquement élu. Elle écrit ensuite sur les réseaux sociaux « Une partie de l'Italie fait donc tout son possible pour favoriser l'immigration illégale. Ce n'est pas la première fois que cela se produit, mais nous continuerons à défendre les frontières. » Matteo Salvini, évidemment, s'est élevé avec virulence contre cette décision, ressortant fort à propos une vidéo où on l'envoie la juge qui se disait apolitique, experte, très, très non rattachée à un syndicat. On la voit participer bruyamment à une manifestation anti-migrants et anti-Salvini en 2019 à Catane, lors d'une affaire encore d'un bateau et d'une ONG. Et on voit aussi que son mari qui est greffier, insultait Salvini sur les réseaux sociaux, et donc publiquement. Et donc Salvini, évidemment, Salvini ou quelqu'un d'autre, bref, ressort tous ces faits. Donc tout est public. Voilà, donc grosse discussion, bref, notamment dans la presse italienne. Et à ce titre, j'ai une petite digression pour dire que la presse italienne de droite, la presse écrite, est assez dynamique, développée, et fait un véritable travail de réflexion, mais aussi de lanceur d'alerte, en fait. Depuis, évidemment, les comptes, je reprends l'histoire, les comptes des réseaux sociaux de la juge et de son mari ont été évidemment fermés.
Alors on imagine bien, tout ce que la magistrature italienne compte de syndicats de gauche s'est posé en défense de la juge rouge. Dans un communiqué, le syndicat Magistratura Democratica, qui fait partie du syndicat MEDEL, ce sont les magistrats européens pour la démocratie et les libertés, fait part de sa réaction. Il explique que le magistrat est appelé à décider des droits et à régler les conflits entre les sujets vivant dans la même société que lui. Le citoyen magistrat pense, raisonne et vote selon ses convictions. La manifestation de la pensée ne peut lui être exclue, d'autant plus sur des thèmes généraux impliquant la défense des droits humains incompressibles. Et donc, pour toutes ces raisons, le comité central de l'Association nationale des magistrats condamne les attaques perpétrées par les représentants du gouvernement à l'encontre des juges chargés des questions d'immigration, affirme que l'exercice de la juridiction ne peut tolérer les ingérences et les critiques adressées plutôt que du fond des mesures aux personnes qui les ont rédigées, à leur vie et à leurs proches. Donc ça s'est dressé au dossier que Salvini a ressorti. Réaffirme que chaque magistrat a le droit civil d'exprimer sa pensée et ses convictions, y compris sur des questions d'importance publique. De son côté, le président de l'Association nationale des magistrats de Catane, Alessandro Rizzo, exprime une position ferme et rigoureuse pour protéger notre collègue Yolanda Apostolico, personne respectable qui a travaillé dans le respect des lois, et rejette avec dédain les accusations qui lui sont adressées. Le rapport entre pouvoir exécutif et judiciaire devrait être caractérisé par bien d'autres modalités. Donc il y a une réaction de la corporation extrêmement forte et violente. On peut dire que c'est avec une belle hypocrisie que les syndicats se sont donc parés de la toge vertueuse de l'indépendance de la justice. Or, quelques jours auparavant, le secrétaire général du Parti démocrate de gauche et le patron du mouvement 5 étoiles se sont rendus au congrès d'un des courants de gauche de la magistrature, Area Democratica per la Giustizia. C'est du même ordre, en fait, que quand le syndicat de la magistrature se rend à la fête de l'UMA. C'est énorme. Et on peut lire alors je vais vous passer parce que je crois que j'ai plus beaucoup de temps, mais il y a quand même une critique très dure d'un représentant politique d'une petite formation centriste italienne qui dit que Giuseppe Conte et Elie Schlein, par leur participation au congrès de l'espace démocratique pour la justice, donc ce syndicat de gauche, courant de gauche de la magistrature, sanctionnent de manière définitive la fin du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, en offrant une représentation plastique de ce qui ne devrait pas être dans un pays civilisé le rapport entre les forces politiques et un courant politisé de la magistrature. Et il poursuit, pas de surprise, soyons clairs, c'est une dynamique exécrable que nous observons depuis des décennies. Il n'a pas suffi d'apprendre de Palamara et du système de pouvoir qui présidait les promotions et les postes de magistrature. Il fallait une prise de conscience, une prise de position claire et nette qui dissipe les malentendus et les doutes et qui confirme l'absence dans notre pays d'une claire et nette séparation des pouvoirs et le peu de libéral et de démocratique au sens propre du terme qu'il y a dans ce scénario. Pour info, cette sentence de la juge n'est que la première d'une longue série. Elle a récidivé 10 jours plus tard avec d'autres Tunisiens. D'autres juges lui ont emboîté le pas en Sicile, en Sardaigne. Et donc on voit que ce décret pris mi-septembre, c'est-à-dire il y a 2 mois, par le gouvernement Meloni, est de facto presque mort-né. Moi, je trouve que c'est un cas d'école. On a rarement vu, comme dans ce cas-là, on a rarement pu autant parler de gouvernement des juges. Les juges qui sont, je cite un journaliste italien, qui sont en la matière ces législateurs abusifs. Ainsi, la magistrature peut fragiliser, voire défaire en une journée la politique migratoire d'un gouvernement. Le régalien n'est plus l'apanage de ceux qui gouvernent. Et les motivations de ces décisions judiciaires ont des lourdes conséquences et sonnent en creux comme un avertissement pour tous les pays européens. Une fois sur le sol européen, les clandestins sont quasiment sûrs d'y rester. Alors, ce n'est pas la seule affaire où la décision d'un juge s'oppose à la politique d'un gouvernement, mais crée par un effet jurisprudentiel un droit contraire. Il y a eu une décision de 2021 où une juge, Silvia Albano, a déclaré illégal le refoulement d'un réfugié pakistanais d'Italie vers la Slovénie et a ordonné au ministère de l'Intérieur de payer plus de 2 000 € de frais liés à la procédure. En juillet dernier, donc plus récemment, une ordonnance signée par la juge Damiana Colla avait condamné le ministère de l'Intérieur à indemniser de 100 € par jour, soit 18 200 € au total, un ancien militaire pakistanais qui avait été renvoyé en Slovénie, puis en Bosnie, par la police frontalière de Trieste. Ce refoulement, établissait la sentence, était illégal.
Quels sont les effets de ces décisions? On peut évidemment s'en douter. Ils ont été dénoncés par un syndicat de policiers. C'est un fait qu'après ces 2 arrêts, les refoulements vers la frontière slovène ont diminué de façon exponentielle, alors que par contre, les entrées irrégulières par la voie dite balkanique augmentent chaque jour davantage. Pour la petite histoire, cette même juge Kola avait réussi à faire condamner la police de Rome parce qu'elle avait fait faire trop longtemps la queue à un migrant qui venait déposer une demande de protection internationale. Donc voilà. Alors je vais évoquer rapidement un dernier exemple. Il y a eu très récemment un accord migratoire signé entre l'Italie et l'Albanie au début du mois de novembre. Alors on peut en penser ce qu'on en veut. C'est une solution qui est un peu baroque, mais bon, cet accord prévoit la création sur le territoire albanais de centres d'accueil et de gestion des migrants arrivés en Italie. En fait, ils sont donc délocalisés en Albanie, ce qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Ils seront débarqués en Albanie, donc dans le port de Shëngjin, où ils seront identifiés et dépistés. Puis leurs dossiers seront étudiés. Et grâce aux procédures accélérées voulues par le gouvernement, dit Meloni, qui permettent de traiter les demandes d'accueil en 28 jours, le flux sera d'environ 36 000 personnes par an. Les déboutés du droit d'asile seront transformés dans un centre équivalent au centre de rétention et de rapatriement, et ces structures devraient être opérationnelles en 2024. C'est une mesure qui ne concerne qu'une petite partie des migrants, c'est-à-dire ceux qui sont recueillis par les navires des gardes-côtes italiens, donc pas ceux qui arrivent par les ONG, par les bateaux des ONG. Et en fait, concrètement, les gardes-côtes se rendraient directement en Albanie sans passer par la case italienne et donc par la case Union européenne. Ce modèle d'accord entre l'Italie et l'Albanie a été élaboré sur le modèle de ce que Rishi Sunak voulait faire avec le Rwanda et qui vient d'être rejeté par la Cour suprême britannique. Ce protocole dessine en fait simplement le cadre politique et juridique de cette collaboration. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux centres de rétention seront en territoire albanais sous juridiction italienne. Alors évidemment, la gauche crie au scandale, dénonce, je cite, une vraie déportation, un Guantanamo à l'italienne. Elle reproche surtout à la présidente du Conseil italien de contourner la réforme des accords de Dublin, parce que ça évite à ce moment-là la redistribution sur le territoire européen. Meloni, par cet accord, opère une sorte de stratégie de contournement. Et ça a été, approuvé par un ancien juge de la Cour constitutionnelle qui s'est exprimé à ce sujet, Sabino Cassese, et qui était très connu en Italie. Il explique que tout est, sur le plan purement juridique, tout à fait dans les règles. Il rappelle que les États-Unis ont fait un peu le même genre d'accord, et que cet accord prévoit clairement le respect du droit européen et donc du droit italien. C'est un accord de court ou moyen terme qui est évidemment une visée essentiellement dissuasive, puisque quand un immigré arrive clandestinement en dehors de l'Union européenne, c'est-à-dire à Tirana, et qu'il veut s'en échapper, ça n'est pas la même chose que s'il arrive à Rome. Qu'a dit l'Union européenne? Eh bien, Madame Ylva Johansson, membre de la Commission européenne chargée des affaires intérieures, a expliqué lors d'une conférence de presse: notre évaluation préliminaire est que l'entente entre l'Italie et l'Albanie ne viole pas le droit communautaire, mais il est en dehors de celui-ci. Le feu vert de Johansson se fonde sur une appréciation du service juridique de la Commission européenne qui précise que l'entente entre l'Italie et l'Albanie n'est pas régie par les lois européennes sur l'asile puisqu'elle s'applique aux secours effectués par des navires en haute mer. C'est une espèce de zone grise dont a profité de ce secours en haute mer, et donc en dehors des eaux territoriales européennes et nationales. C'est une espèce de zone grise dans laquelle le gouvernement italien s'est en fait engouffré. Mais c'est quand même un accord sur le fil pour le gouvernement italien, puisque cette espèce d'extraterritorialité italienne en terre albanaise est à double tranchant, car les juges italiens entendent bien s'attaquer à cet aspect. Et en effet, Silvia Albano, la juge dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est juge au tribunal civil de Rome dans la section spécialisée en droit de la personne et en immigration, qui est membre du comité directeur de la centrale de l'Association nationale des magistrats et inscrite au courant de magistrature démocratique, donc qui est franchement socialiste, elle a tout de suite pris parti. Pour elle, cet accord est juridiquement inatteignable, il viole les lois nationales, et elle menace et prévoit donc une pluie de recours si le Parlement n'intervient pas pour modifier les règles. Fin de citation. Ainsi, l'étude de ces quelques cas, qui sont répliqués quotidiennement, montre que si la primauté du droit communautaire prime sur le droit national en Italie, comme dans toute l'UE, c'est d'abord à la réforme de la magistrature qu'il faut s'attaquer, à la suprématie idéologique que la gauche maintient sur elle.
constitué de fait comme un organe de gouvernement non élu qui, ici, va systématiquement à l'encontre des décrets pris par l'exécutif ou des lois votées par un Parlement élu qui, lui, dispose d'une forte majorité, la magistrature exerce en matière d'immigration ce que le journaliste et politologue Mario Secchi appelle le pouvoir législatif abusif des juges. Il faudrait une réforme de la magistrature. Elle est aujourd'hui en attente et le garde des Sceaux, Carlo Nordio, ancien magistrat, veut en faire sa grande œuvre, dans le respect réel de l'indépendance de la justice. Mais pour des raisons de concomitance avec la réforme constitutionnelle voulue par Giorgia Meloni, cette réforme est encore en attente et pourtant il y a urgence. Voilà, je vous remercie.